Alors c'est parti, je vais vous parler cette fois de Google et ça va être violemment contre Google, on va dire. Alors j'ai un mini plan, voilà, mini plan. Alors je vous dis en gros là où je vais m'évader. Je vais d'abord critiquer les experts de Google. Je vais ensuite commenter le fait que Google est en réalité une régie publicitaire et les conséquences que ça a, notamment sur votre religion SEO. Je vais ensuite parler de la position zéro, des questions et tout ça, c'est-à-dire des innovations de Google qu'il n'y avait pas à l'origine, et de la question du vol de contenu tout simplement par Google. Je vais ensuite parler du SEA, le Search Engine Advertisement, la pub donc via les moteurs de recherche, cette tricherie voilà, institutionnalisée et marchande. Et puis ensuite on parlera de comment se passer de Google, comment avoir plein de trafic sans passer par un escroc californien. Donc voilà, donc c'est parti. Et je vais essayer d'aller vite, sans trop me perdre, donc c'est parti. Alors premièrement, vous avez plein d'experts SEO qui vous parlent de Google à fond les ballons, et on croirait qu'ils ont bu le café ensemble tous les midis, qu'ils ont fait la même école, qu'ils ont gardé les cochons, et en fait, dès que tu réfléchis un peu, tu t'aperçois que c'est forcément de la grosse connerie, puisque par définition, enfin on le sait bien, l'algorithme de Google est un secret industriel. Les employés de Google qui travaillent là-dessus signent des contrats, comme quoi ils auront à payer des millions s'ils disent ce qu'il y a dans l'algorithme de Google. Par ailleurs, l'algorithme de Google, c'est pas juste l'algorithme de Google. Au départ, c'était un truc, notamment avec la notion de PageRank, c'est-à-dire d'autorité de la page en fonction des liens qu'elle reçoit, en fonction de son contenu, de sa structure, de sa place dans le site aussi, du nombre de liens internes qu'elle reçoit ou du niveau où elle est, à combien de clics elle est de la page d'accueil par exemple. Bon, donc au départ il y avait un algorithme, mais c'était il y a 20 ou 30 ans. Maintenant il y a Panda, il y a machin, enfin je vais même pas les énumérer. Là je vois qu'il vient encore d'en sortir et puis qu'il y a des experts SEO qui commandent ça à longueur de poste, et puis bon, bla 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 bla, sornet. Donc n'allez pas vous intéresser à ça à mon avis, moi je jette un œil mais c'est tout. Alors je vous rappelle que je ne suis pas un de ces experts SEO, que je n'ai pas une expérience de 20 ans comme référenceur, que je n'ai pas passé ma vie à ça, et que d'ailleurs je refuse de m'y intéresser en profondeur, même si ça fait quand même 20 ans que j'ai suivi tout le truc, je me suis toujours intéressé à comment amener du trafic sur mes propres sites. Je trouve que là j'en ai une cinquantaine, mais j'en ai fait peut-être tout dans ma vie une centaine. Bon, j'ai fait des sites à tout propos, des groupes, des forums, des machins. Bon. Donc je me suis toujours intéressé à comment amener des gens sur mes sites, mais j'ai suivi le SEO, mais je n'en suis pas un expert. Donc là, dans tout ce que je vous dis, je sais bien que s'il y a des experts SEO, ils vont rigoler en fait. Ils vont dire ah mais c'est pas sérieux, ils parlent pas de tous les détails à la con. Ben, je les emmerde tes détails, je m'en fous complètement de ta discipline. Et je trouve que moi j'ai une approche beaucoup plus globale qui me fait voir que le SEO est quelque chose de petit. C'est une technique d'acquisition marketing via les moteurs de recherche. Si tu réduis la rédaction sur le web à cette petite chose, tu te trompes carrément. Si tu te spécialises des jours, des semaines, des mois, des années dans ce truc en croyant que tu as compris que c'est la clé du web, tu n'as rien compris. Donc c'est pour ça que moi je vous mets les choses en perspective. Je ne suis pas un expert de ce petit domaine. Je crois que c'est assez négligeable. Il faut en savoir un peu si tu veux. Si tu comprends pas qu'il faut des mots-clés dans un article, bon ben tu comprends pas la rédaction tout court. C'est pas juste le SEO. Si tu comprends pas que si tu fais un livre sur la folie, il faut mettre le mot folie, bon ben voilà, si tu es hors sujet tout le temps, que tu parles des carottes lacto-fermentées dans ton livre sur la folie, bon ça va être un livre fou mais pas un livre sur la folie. Donc évidemment dans un livre sur la folie, tu aurais le vocabulaire de la folie incroyable. Et donc c'est la base du SEO, et si tu as compris ça, tu fais du SEO naturel, c'est tout. Donc il n'y a pas à se faire chier. Voilà, donc je ne suis pas moi-même un expert SEO, mais je me régale avec une ironie acide de voir tous ces experts SEO, alors bien sûr tous les Français, mais surtout tous les Américains qui sont proches de la source, qui vont plus régulièrement voir les contenus de Google, ce que Google veut bien nous dire sur son algorithme et tout.
Et donc on en a plein des experts comme ça. Alors en fait, on pourrait faire une étude, bon, je ne vois pas comment on peut le faire pratiquement, mais je veux dire, on peut en avoir l'idée. On pourrait faire une étude de l'histoire des documents. C'est-à-dire, de chaque fois qu'un expert SEO, qu'un site de SEO qui cherche à ranker là-dessus, sur l'enseignement du dogme, des dogmes du SEO, on pourrait faire une histoire des textes comme on a fait avec l'histoire des textes du christianisme. C'est-à-dire qu'on voit que tel texte, il réfère à tel texte d'avant, qui a été copié sur un texte d'avant, etc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement similaire à ce qui s'est passé dans l'Antiquité et au Moyen-Âge pour la falsification et l'enrichissement progressif des textes religieux, en fait. Et il s'est passé la même chose dans l'islam, où il se passe la même chose avec toutes les sciences, en fait. On a des séries de documents comme ça qui s'engendrent les uns les autres, qui s'inspirent les uns les autres. C'est le téléphone arabe. C'est une forme de téléphone arabe écrit. Et donc, on a Google qui dit une connerie. Ensuite, des grands experts connus qui disent « Ah, Google a dit que ». Ensuite, tu as les lecteurs qui essayent d'entrer en concurrence avec les grandes autorités, genre Neil Patel, par exemple. Tu connais peut-être ce nom. Bon, Neil Patel. Quand Neil Patel pète dans son bain, tu as 200 articles pour le signaler et pour dire quelle est l'importance du pet dans son bain de Neil Patel à propos du SEO. Bon, en quoi ça va changer le domaine? Parce qu'en fait, ils ont des services à vendre, donc ils font feu de tout bois. Et voilà, si tu en as un qui dit une connerie, qui dit que Google a dit que, donc tu auras une pyramide comme ça de documents qui vont s'engendrer les uns les autres. Donc tu as des gens en bout de chaîne qui vont voir qu'un tel qui est juste un peu plus connu qu'eux a fait un article sur tel nouveau thème. Oh, je sais pas, mais enfin voilà, par exemple, la dernière version d'un algorithme Google. Donc voilà, je vais tout expliquer. Alors le mec a reçucé l'autre, qui a reçucé l'autre, qui a reçucé l'autre, qui a reçucé la doc de Google. Et du coup, alors tu arrives à un truc complètement déformé où il y a moitié d'impro en fait, où il y a mes idées sur tout en fait, je veux dire les idées de chaque auteur quoi, comme ils ont fait au Moyen-Âge. Tu avais un texte qui faisait 100 mots, et puis 200 ans plus tard il faisait 200 mots, et puis tu avais des anecdotes de plus, et puis la meuf avait une épée dans la main alors que c'est pas dans le texte original, puis en fait elle avait 3 sœurs, et puis bon. Voilà, il te parlait de faits historiques, mais maintenant tu as des dragons dans le fait historique quoi, soi-disant. Donc il se passe la même chose avec les experts, et moi ce que je tiens à faire constater, c'est que l'algorithme est secret, c'est un secret industriel, on ne peut pas sortir de ça, donc a priori le fonctionnement de l'algorithme de Google est purement inconnu. Voilà, si vous voulez faire du bon SEO, sachez que tous les experts SEO sont forcément des menteurs, parce qu'ils improvisent, ils inventent, ils spéculent sur une donnée dont tout le monde sait qu'elle est inconnue. Voilà. Donc ils te disent ce qu'il y a dans la boîte, alors qu'ils n'ont jamais eu accès à la boîte, on le sait tous. Voilà. Alors ça c'est de l'escroquerie intellectuelle, et c'est de l'escroquerie financière, vu qu'ils te font payer cette expertise qu'ils ne peuvent pas avoir par définition. Voilà. Si c'était des gens de Google qui se font payer pour vendre leurs secrets industriels, pour faire des cours à propos de leur algorithme, comment baiser la gueule de leur algorithme, là d'accord. Mais bon. Donc la plupart des experts en fait ne sont pas experts. Voilà. Ça c'est démontré, c'est QFD. Hein. À partir du moment où tu n'as pas accès à la donnée, ceux qui te disent qu'ils ont la donnée et qui vont te la vendre, eh ben, c'est forcément des menteurs, des tricheurs. Hein. Bon. Donc par ailleurs, tu as une toute petite minorité de ces experts qui ont une démarche sérieuse, qui ont une démarche scientifique, qui disent... Attends, je vais faire un petit détour. La psychologie scientifique s'est fondée là-dessus, sur le fait qu'au 19e siècle, on a enfin reconnu que toute la psychologie d'avant était totalement bidon. Donc ils se sont dit, avant c'est une phase pré-scientifique, tout ce qu'ils ont dit c'est faux, on ne peut pas se baser là-dessus, et on va faire un nouveau truc, on va reconnaître que l'esprit est une boîte noire. On ne peut pas accéder à la boîte. Je ne peux jamais connaître un sujet qui serait psychologue, qui veut étudier l'esprit d'autrui, ne peut pas entrer dans l'esprit d'autrui. Il n'y a zéro moyen d'accès. Je ne peux pas savoir quelles sont tes pensées quand tu penses. Et de même, le psychologue n'accède pas à ses propres pensées. C'est-à-dire qu'il n'a pas la clé de ses propres mécanismes mentaux. Quand il est en colère, il ne sait pas pourquoi il est en colère. Pourquoi il ressent des choses bizarres des fois. Pourquoi il est fatigué. Pourquoi il ne mémorise pas plus de 15 chiffres, etc. Il ne le sait pas. Il n'a aucun moyen de le savoir. Donc la psychologie a été fondée comme ça sur la reconnaissance de l'ignorance. Le SEO a oublié de le faire. Il y a très peu qui posent ça comme base. Ils disent « je sais ».
Ils disent pas on ne sait pas et on ne peut pas savoir. On ne peut avoir qu'une connaissance très indirecte. Voilà, ils devraient le faire dans une démarche scientifique. Donc à ma connaissance, il y en a quelques-uns qui sont rares, qui sont sérieux, qui font comme la psychologie a fait, qui disent on postule qu'on ne peut pas savoir et on n'aura qu'une connaissance indirecte. Par exemple, on sait ce que le sujet dit. Voilà, donc tu peux mettre des requêtes dans Google, tu vois ce qui sort et là tu peux faire une étude. On voit ce que le sujet, on voit son comportement. Donc par exemple, tu vois les évolutions de Google, tu vois comment il enrichit son système d'algorithmes, et du coup tu peux supposer une intention générale et tu peux estimer qu'il y a certains principes qui les guident, même si c'est compliqué. Donc voilà, donc il y a moyen quand même de faire une étude scientifique de comment fonctionne Google, mais très peu de gens font ça. Très peu de gens. Et beaucoup de gourous et beaucoup de spécialistes du SEO et machin autoproclamés n'ont pas fait ces études. Ils ne t'en montrent pas une seule. Ils se réfèrent même pas. Il n'y a pas dans leur article un moment où ils te citent la bibliographie, les sources genre universitaires, académiques, ou bien les sources même commerciales qui auraient monté un labo d'études sérieuses. Mais du coup, parce que pour être sérieux, par exemple, il faut faire de la statistique en masse. Il ne s'agit pas de chercher un mot-clé et de regarder comment Google réagit. Il s'agirait par exemple de chercher l'ensemble des mots-clés, tout un champ sémantique, dans tout le web. Il faudra avoir des grosses ressources pour faire ça, faire des recherches, calculer tout ça, avoir une grosse méthodologie. Il ne faudrait pas s'y prendre à un seul chercheur, il faudra en avoir plusieurs. Du coup, c'est tout un boulot, c'est professionnel, du coup c'est une masse salariale. Dès que tu as 5-10 chercheurs, bon bah faut quelqu'un qui coordonne, donc ça t'en fait 11 maintenant. Tu dois payer 11 salaires maintenant. Alors des salaires à 3000 balles, 4000 balles, avec les charges. Donc si tu as besoin de 10 personnes, 10 salaires un mois mettons que ça te coûte 5000 balles, bon il te faut 50 000 balles pour savoir comment ton algorithme marche. Donc il y a assez peu d'experts SEO qui ont les moyens de faire ça, et donc il y a assez peu de sources réellement fiables. Je ne vais même pas t'en citer parce que c'est des vagues souvenirs que je sais qu'il y en a qui font ça scientifiquement. Il y a des cabinets, il y a des machins. Ceux qui font du SEO pour des grosses boîtes, des boîtes qui mettent des dizaines de milliers d'euros tous les ans en SEO, hein, quand tu es un grand constructeur de bagnoles, quand tu es un grand industriel, quand tu es les grands commerçants, etc., font du SEO de niveau très élevé, quoi. Donc eux sont en capacité de faire des études sérieuses sur le fonctionnement de Google pour pouvoir optimiser leur contenu. De faire par exemple des études comparatives. Vaut mieux que je mette saucisson blanc, associé à tel mot, vaut mieux que le contenu fasse 300 mots, 400 mots, 600 mots. Faut faire une série de, par exemple, de tests sur des sites fictifs sur lesquels tu vas mettre exactement le même nombre de liens, parce que sinon, bon, je rappelle que intrinsèquement la démarche est dure. Pour pouvoir comparer deux sites, par exemple, les contenus de deux sites, déjà, tu ne peux pas comparer deux contenus. Parce que Google va considérer que le premier qui a été publié est le contenu de référence et que l'autre est un duplicate content qui mérite que la désindexation. Donc par définition, tu ne peux même pas étudier Google en comparant deux fois le même contenu sur deux sites par exemple, pour calculer, pour comprendre la différence de valeur du site lui-même. C'est-à-dire le même article sur deux sites différents, mon article sur les fusées sur un de mes sites pas connus et puis sur le site de la NASA, qu'est-ce que ça devient? Quelle place ça prend dans Google sur la requête fusée? Eh bien on ne peut pas faire ce test. Donc si quelqu'un te dit qu'il sait ce genre de choses, il ne le sait pas puisqu'on ne peut pas. Et il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Alors si tu mets deux contenus très similaires sur le même site, en disant bon bah comme ça tous les autres facteurs seront égaux, le nombre de liens sera égal, la page c'est la même, la rubrique c'est la même, elle a le même nombre de liens internes, externes, etc. Bon, tous les facteurs étant égaux, donc tu te dis là tu vas pouvoir comparer. Ben non, si Google voit que le champ sémantique est exactement pareil que tu as juste reformulé, il va dire cette page là je la référence, celle-là elle m'importe pas, et soit je la référence pas, soit je la classe beaucoup moins, mais donc il va en choisir une sur des critères que tu connais pas, puisqu'il ne te les donne pas. Donc, me dis pas que tu connais ça. Me dis pas que tu connais ça. Dis pas à tes clients que tu connais tout ça et que tu as les solutions, toi, tu as les réponses. Non. Tout ce qu'on a, c'est des mystères. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas accès à l'info et que les moyens d'accès à l'info, les moyens pour reconstituer indirectement le fonctionnement de Google, sur un certain nombre de critères, par exemple, on sait qu'il y a environ 200 critères, c'est Google qui nous l'a dit.
qu'il y a 200, on ne sait même pas si c'est vrai, hein. Il y en a peut-être 4000, il y en a peut-être 150, hein. T'en sais rien du tout. Quand Google te dit un truc, il est pas, c'est comme Sarkozy, hein. Il est pas, il y a pas de délit pénal à pas te dire la vérité. D'ailleurs, les juges ou qui le sauraient, tant qu'on n'a pas un document qui sort de chez Google pour dire Google a une politique de mensonge, où là on pourrait dire il y a une escroquerie et on pourrait attaquer, mais tant qu'il n'y a pas ce document qui sort, et en général les employés de Google sont assez collabos, quoi, ils vont pas, enfin je veux dire, ils trahissent pas leur entreprise. Pour l'instant, il n'y a pas de gros secret qui est sorti de Google à ma connaissance, sauf sur les abus sexuels, mais c'est pas le sujet. Mais en interne, la doc sur les algorithmes, j'ai pas entendu qu'elle sortait, donc il n'y a pas eu de Snowden de l'algorithme de Google, quoi, comme sur la NSA et l'espionnage de masse. Donc les institutions, elles te disent ce qu'elles veulent, elles te mentent autant qu'elles veulent, donc les entreprises aussi, hein, et une entreprise comme Google, elle te donne une info, elle t'a jamais juré de te dire la vérité. Donc est-ce qu'il y a 200? On ne sait pas. Mais s'il y a 200, tu n'as aucun moyen de pondérer. Ils te disent, enfin, on croit que optimiser la balise alt, ça va pouvoir être important. Ou, enfin, on ne peut pas mesurer quel poids ça a par rapport à avoir un énième lien interne. Est-ce que 13 liens internes, c'est vraiment plus valable que 12 liens internes ou que 11? Est-ce qu'il y a des seuils? Est-ce que c'est des fourchettes? Est-ce que vraiment ils comptent unité par unité? Bon, tout ça, on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien. Donc les gens qui disent qu'ils savent, ils savent pas. On n'a pas accès, on n'a pas les moyens de mesurer. Et de toute façon, on ne sait pas précisément quoi chercher, vu qu'on ne sait même pas de quoi est fait l'algorithme. Donc voilà, il n'y a que des spéculations. Et très peu de gens qui essayent de tester réellement. Donc tout ça, c'est des foutaises. Donc du coup, les cours de SEO, les manuels de SEO, les séminaires de SEO, les guides de SEO, les livres blancs du SEO, etc., tout ça sort net, hein. Religion, hein. Il y a Allah qui leur a dit que, hein. C'est tout, hein. Ils ont eu une révélation dans une grotte, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Je viens de vous prouver qu'ils ne peuvent pas avoir accès à l'info. Ils te vendent une info dont on peut savoir qu'ils ne peuvent pas y avoir accès. C'est quand même fortiche, hein. Et toi, tu gobes, hein. Alors j'espère que j'ai réussi à te convaincre d'arrêter de marcher avec ces sornettes, hein. Paye de l'écriture, de la vraie, paye du graphisme, paye je sais pas quoi, mais pas du SEO, hein. Ils ne savent pas, hein. Il y en a un qui vend sa formation 2000 balles quand même, hein. Tout ça pour te vendre des sornettes, hein. Tu parles qu'il a inventé lui-même. Avec j'ai lu que, quoi. Moi aussi j'ai lu que dans la Bible, il y a l'autre qui a créé le monde en 7 jours, quoi. Mais sauf qu'il n'a pas expliqué les roches, ni je veux dire, la succession des roches sur la Terre, ni les dinosaures, ni Néandertal, ni rien, quoi. Mais j'ai lu que, voilà, c'est un dogme. C'est un dogme, c'est pas plus compliqué que ça. Alors voilà, les experts, c'est fini. Donc maintenant je rappelle que, donc deuxième partie, régie publicitaire. Au départ, au tout début, c'est des petits étudiants qui se disent tiens, c'est le bordel sur le web, là on trouve rien, on va faire une sorte de, pas un annuaire comme le truc qui marchait à l'époque qui était Yahoo, et puis deux trois autres trucs comme ça, mais qui étaient fondamentalement des annuaires. Et quand le web était peu nombreux, qu'il y avait peu de sites, les annuaires c'était la meilleure solution, parce que tu disais tiens, tu veux de l'astrophysique, on a le site de la NASA, on a 12 autres sites, et puis c'est tout. Mais 10 ans plus tard, quand tu avais 1 million de sites dans chaque catégorie, là, tenir un annuaire, c'était devenu délicat, quoi. L'annuaire Demos a essayé de le faire pendant un moment, et d'ailleurs j'étais inscrit dedans, parce que ces liens avaient de la valeur, donc voilà, ça amenait du trafic. Pas directement de Demos, mais le fait d'être recensé dans ces annuaires, c'était bien. J'étais aussi sur Yahoo. En 2002, j'étais sur Yahoo, quoi. Bon. Donc à l'époque, Google était tout petit, était même pas concurrentiel, quoi. Et je parle des années 90, et puis la fin, quoi. Et puis au début des années 2000. Et puis progressivement, les moteurs de recherche sont... C'est vraiment un effet de la taille du web, les moteurs de recherche sont devenus plus puissants. Donc au départ, Google est un moteur de recherche, et puis ça a eu de plus en plus de succès au fur et à mesure que le web s'étendait et que le besoin de moteur de recherche devenait plus fort que le besoin de classement satisfait par les annuaires, qui était quand même plus logique, et qui était humainement géré. Donc il y avait une subjectivité qui était dommage, mais en même temps il pouvait faire un vrai classement humain, quoi.
par des humains, parce que remplacer l'humain par des machines, on voit ce que ça donne en matière de traitement de l'information, ça donne du grand n'importe quoi. Hein. Partout où ils font de la censure automatisée, par exemple, c'est la merde complète. Hein. Je suis sous le coup d'un ban de Facebook pour une blague par antiphrase qu'ils n'ont juste pas compris. Hein. Ils m'accusent une fois de plus de menaces de mort, alors que j'ai fait un commentaire sur... il y avait quelqu'un qui parlait de la dissolution de Génération Identitaire qui était en train de recréer un groupe sous un nouveau nom, et j'ai joué sur ce mot dissolution. J'ai posté l'image d'une baignoire avec du liquide violet dedans, et j'ai dit on devrait les dissoudre dans l'acide pour en finir. C'est pas une menace de mort, c'est une vanne, c'est hostile à ce courant politique, mais évidemment j'ai voulu dissoudre personne dans l'acide, c'est juste une vanne, c'est une blague qui joue sur un jeu de mots. Bon bah Facebook me bannit une semaine pour avoir dit ça, quoi. Tu vois, la qualité de... Quand tu... Google, c'est aussi un algorithme, c'est une machine qui traite du langage. Tu vois la qualité de compréhension des textes par les algorithmes quand même. C'est corsé, hein. C'est corsé, hein. C'est lamentable, hein. C'est lamentable qu'on accepte que la liberté d'expression humaine soit bafouée par des machines au service de capitalistes californiens qui n'ont rien à voir avec notre pays. Hein. Parce que moi je suis en France, normalement il y a les droits de l'homme dans mon pays. Hein. Donc c'est scandaleux. Donc les algorithmes, ne leur faites pas confiance, hein. C'est de la grosse merde ces trucs. Hein. Bon, mais voilà. Le web a été classé par Google finalement, voilà, c'est devenu un outil majoritaire. Et au fur et à mesure de cette évolution, il leur faut de la capacité de calcul, de traitement, de stockage. Leur index du web, il est devenu monumental, hein, parce qu'aujourd'hui il y a 3 milliards de pages. Donc 3 milliards de pages, indexer ça, c'est chaud, hein, il te faut du disque dur quand même, hein, il te faut des hangars entiers de disque dur. Hein. Donc voilà, tu as besoin d'une capacité de stockage pour dire j'ai trouvé le mot chat dans 668 millions de sites. Tu dois stocker ça quelque part. Et puis l'adresse des sites, ou enfin le numéro de la fiche que tu as indexée du site, quoi. Voilà, bon. Et puis ce site, tel site il a 600 pages, et puis tel autre il en a 40. Et puis comment tu t'y retrouves, quoi. Donc c'est énorme. Hein. Donc il faut vraiment, c'est une activité industrielle à part entière de faire un moteur de recherche aujourd'hui dans un web à 3 milliards. Donc du coup, il s'est posé le truc qui a été fait dans une chambre d'étudiants en gros ou sur un campus, qui est devenu un mastodonte industriel. Évidemment, il n'a plus les mêmes besoins et puis pour le faire tourner, il faut des capitaux en masse, quoi. Donc Google est vite devenu une régie publicitaire. Voilà, ce modèle n'a guère changé. Ils n'ont pas trop eu autre chose. C'est une régie publicitaire. Donc comprenez bien ça, c'est vraiment fondamental. Google n'est pas un moteur de recherche. Hein. Je parle de Google, le moteur de recherche. Google, le moteur de recherche, n'est pas un moteur de recherche. C'est une régie publicitaire qui utilise un service gratuit de moteur de recherche pour faire son blé, pour plaire aux actionnaires, pour pouvoir investir dans d'autres choses, pour rendre ses fondateurs puissants, pour rendre ses cadres puissants, etc. Maintenant, il y a une aristocratie de l'informatique qui est dans la Silicon Valley, aux États-Unis, plus généralement en Occident, qui a des investisseurs, des actionnaires, des gens qui sont très intéressés par ce commerce, hein, qui font leur fortune dessus. Ce n'est pas juste les fondateurs, les cadres, les employés, c'est aussi les gens qui possèdent Google, c'est les actionnaires, c'est-à-dire c'est des banques, c'est des fonds de pension, c'est des gros capitalistes. Bon, tous ces gens-là ont investi dans Google, pas en tant que moteur de recherche. Ça, ils en ont rien à secouer. Que tu trouves ce que tu cherches, c'est pas leur intérêt du tout, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est du pognon. Le pognon, ils l'ont comment? Par l'affichage de publicité sur Google. Et cet affichage de publicité sur Google, ils l'ont comment? Ils l'ont en faisant de Google, en maintenant Google dans une position dominante grâce à la qualité de son moteur de recherche. Et via le fait de récupérer énormément de trafic dans des centaines de pays dans le monde, vu qu'ils sont premiers, c'est le premier moteur de recherche dans des centaines de pays dans le monde. Il n'y a guère qu'au Japon, peut-être en Russie, il y a quelques pays comme ça qui ont pas Google comme moteur majoritaire, mais dans une grande majorité de pays, Google est à plus de 90, des fois 95-98% de toutes les recherches faites sur Internet. Donc voilà quoi. Google est une régie publicitaire, ce n'est pas un moteur. L'activité moteur n'est qu'un prétexte pour amener du public, pour faire qu'il y a de la pub à vendre.
puisque s'il n'y avait pas de public en masse sur Google, il n'attirerait pas les annonceurs. Donc c'est la clé. Il faut que Google reste un gros moteur de recherche, gratuit, pour les gens, pour pouvoir attirer des annonceurs qui vont les payer pour afficher des pubs. C'est le point qu'on va voir ensuite, le SEA, l'optimisation des pubs. Donc c'est une régie pub, et comprendre ça, ça vous aide à comprendre que votre intérêt, Google en a rien à secouer. L'intérêt de votre site, il s'en fout complètement. Donc il ne cherche pas à vous aider, ne croyez pas ça, Google ne peut pas être votre allié. Vous pouvez plus ou moins l'arnaquer, vous pouvez plus ou moins aller dans le sens où il veut que vous alliez, mais ce ne sera jamais votre ami, votre collaborateur. Ce n'est pas un outil qui est au service du bien public, voyez-vous. Malgré leurs beaux discours, des fois humanistes et machin, bon, c'est comme quand Facebook, quand il te parle des droits de l'homme, quoi, alors qu'en fait, il te viole debout en permanence. Hein. Bon. Donc, alors je rappelle que cette société Google avait pour slogan « Don't be evil » ou « Don't do evil », c'est-à-dire « Ne faites pas le mal, ne soyez pas le mal », et qu'ils ont été condamnés depuis qu'ils ont sorti cette connerie, ce mensonge de propagande, comme quoi c'était des gens bien en fait. Ils ont capitalisé des dizaines de milliards hein, sur ton argent, et puis à t'afficher de la merde que tu n'avais pas demandé à voir, hein, basiquement, puisque tu n'es jamais consentant, et tu n'as jamais dit oui, il t'a jamais demandé, tu veux que je t'affiche de la pub? Bon, ça a coupé, je recommence. Donc je disais, tu cherches ça chez Angora, Google ne te demande pas, est-ce que tu veux que je t'affiche de la pub? Ou est-ce que tu veux des vrais résultats naturels par pertinence? D'après moi, d'après Google, hein, parce que la pertinence, est-ce que c'est vraiment pertinence qui t'affiche? Pas forcément. Tu sais pas, en fait, tu sais pas comment c'est fait. Tu sais pas s'il n'y a pas 3000 sites qu'il a exclus pour des raisons X ou Y, qui auraient été plus pertinentes. T'en sais rien du tout. Peut-être ton résultat que tu aurais préféré toi, il est en page 30. T'en sais rien. Bon, mais en tout cas, il nous donne jamais le choix de se passer de sa pub. Il nous inflige sa pub. Il n'y a pas moyen de bloquer sa pub. Bon, voilà. Donc Google est une régie publicitaire dont le but est de faire le mal, c'est-à-dire de nous polluer avec de la pub essentiellement et de nous prendre notre argent. Bon, je vais y venir, mais en nous faisant croire que ça va nous rapporter, alors qu'en fait, le gros du chiffre d'affaires, ça doit être du return on investment qui est négatif en fait. C'est-à-dire tu mets 1 euro et puis tu récoltes rien ou 50 centimes, quoi. Donc en fait, je pense que la masse des utilisateurs de Google, de la pub, sont en fait des pigeons qui se font juste plumer sur place, quoi. Parce qu'ils ont adhéré à la religion Google, quoi. Voilà. C'est une secte, c'est ni plus ni moins. Il y a des gourous, il y a un corpus idéologique, il y a des intérêts financiers, il y a des croyances, des systèmes de croyances qui sont fausses, qui sont basés sur que dalle, mais des croyances. Donc tout ça fait que la religion SEO, la religion Google ont des caractères de secte, de religion, quoi. C'est un système de croyances en fait, c'est pas basé sur le réel. Donc je rappelle juste que cette firme qui disait don't be evil, don't do evil, ne faites pas le mal, a été condamnée des dizaines de fois pour abus de position dominante, escroquerie, des formes de vol de données, etc. Et donc on va y venir tout de suite. Donc c'est une firme qui est profondément malhonnête hein, sur plein d'aspects de son fonctionnement. Elle ne nous dit jamais comment elle fonctionne, elle nous annonce des trucs, elle prend des sanctions contre toi. Elle peut aussi bien te faire perdre ton business model, bon ben t'es carrément dépendant. Elle est en situation de monopole qui est en théorie interdit, mais sur des dizaines de marchés, elle est en situation de monopole, c'est interdit et elle ne prend aucune sanction. Quand elle prend des sanctions, c'est juste des amendes. On ne lui interdit pas d'exercer dans les pays où elle viole le droit. Par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, elle est en situation de violer la législation antitrust. Normalement, là, il ne devrait pas avoir une position dominante comme ça sur des dizaines de services. Ils ne devraient pas imposer leurs produits, parce qu'en fait, tu as Google, le moteur de recherche, mais tu as Analytics, tu as Google Search Console, tu as machin, Google Chrome, Google machin, et tu as tellement de... Alors Google My Business, Google Shopping, qui est largement privilégié, et ils se sont fait allumer là-dessus, notamment par la Commission européenne, Google Shopping. Tu vois, tu cherches des produits dans Google, et tu trouves le comparateur de prix de Google.
et les autres, ils n'ont pas de place là-dedans. Alors bien sûr, ils se sont alliés, tous ces autres comparateurs de prix qui avaient été de facto éliminés d'Internet par Google, qui n'est pas du tout impartial. Ils te font croire aussi que Google est un moteur de recherche impartial, ils te disent ça à des endroits. Ben mon cul, ouais. Google est un outil qui privilégie ses propres outils, qui les fait apparaître premiers dans la recherche et qui fait un onglet entier pour promouvoir son propre comparateur de prix au détriment de centaines d'autres. Voilà, dans tous les pays. Voilà ce qu'est Google en réalité. Donc c'est de l'escroquerie tout ça, hein, et ils ont été condamnés. Voilà. Donc quand tu veux faire du SEO et qu'en fait tu veux collaborer avec Google, sache bien, sois bien conscient que tu es en train de collaborer avec des gens qui veulent ton argent, qui escroquent, qui mentent. Voilà. Donc peut-être ça te passera un petit peu le goût de faire du SEO. Et peut-être ça te recentrera sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire satisfaire les besoins de ton public. C'est ça. Optimiser ton produit et pas ta page de présentation de ton produit. Si ton produit il est génial, même si ta page est pas top, les gens se jetteront sur ton produit. Si tu fais un meilleur téléphone que Samsung ou Apple, mais moins cher, les gens vont aller l'acheter, même si ton site n'est pas terrible. Ils vont, si le produit est bon, peu importe le SEO à vrai dire, les gens par bouche à oreille ils vont se dire, il y a des choses qui marchent comme ça. Regardez Wikipédia, est-ce que c'est un beau site? C'est pas beau. C'est pas beau. C'est un des sites mondialement qui a le plus de trafic. C'est pas un beau site. La mise en forme, elle n'est pas terrible. C'est vraiment pourri même, c'est rudimentaire. Il y a plein de choses qui pourraient être, rien que la typo, on pourrait mettre une meilleure typo, il y a des milliers de typographies, de polices de caractères qui sont plus belles que celles de Wikipédia. Et ben c'est pas le graphisme qui fait le succès de Wikipédia. Voilà. Donc il y a plein d'autres manières de ranker, d'avoir plein de trafic que d'entrer dans des deals avec Google, d'essayer d'arnaquer Google, d'optimiser pour Google, etc. Je crois qu'on perd son temps à essayer de dealer avec des escrocs pareils. Donc voilà. Donc vous voyez, ça détruit bien les idoles. Là, je ne sais pas si je vais me retrouver avec des procès, mais les experts et Google lui-même, hop, ça dégage. Alors par ailleurs, Google est le voleur de données de niveau mondial, quoi. Voilà. Et alors, deux choses à dire. Premièrement, ils sont en infraction avec leurs propres principes, puisqu'ils ont une notion qui est le duplicate content, c'est-à-dire le contenu reproduit. Alors même si c'est toi-même qui reproduis ton propre texte, ils vont désindexer toutes les autres copies de ton texte que tu feras. Ils ne cherchent pas à savoir. Donc c'est pas comme le plagiat. Le duplicate content, c'est pas essentiellement quand tu copies le texte de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quand tu voles le texte de quelqu'un d'autre sans son autorisation. Mais ça pourrait être un ami qui a écrit pour toi ou un autre blogueur qui est copain avec toi, il voudrait bien, puisque par exemple j'ai un site sur l'art du scénario, j'aurais pu m'entendre avec Narration et Caféine, c'est un autre site avec qui j'avais fait un échange. J'aurais pu m'entendre pour je publie un de ces textes sur mon site sans qu'il le dépublie, et puis inversement. Maintenant, si on fait ça, Google va nous mettre une sanction peut-être manuelle, ou bien va désindexer nos pages qui copient, et même si on est d'accord, en fait. Tu vois, c'est encore un truc du côté bizarre de Google. Même si on fait un deal, nous, on est d'accord pour se donner nos textes, pour les publier 2 fois sur le site, ou ça pourrait être 10 sites qui par exemple, publient la même annonce pour un séminaire qu'ils vont faire ensemble, ou un cycle de conférences gratuit, ou une grande conférence Zoom sur tel sujet, ou bon, ça pourrait être tous les experts SEO, 40, qui se mettent à publier la même annonce. Bon ben non, Google dirait, non, il y en a un qui est premier, et les 39 autres, c'est du duplicate content, je les désindexe. Mais pourquoi en fait? Pourquoi? C'est complètement absurde cette règle. Et ça n'a rien à voir avec l'Internet. L'Internet, ça autoriserait, l'exemple que je viens de prendre, ça serait une bonne pratique sur Internet. Alors pas le vol, voilà. On devrait avoir moyen de contester que si on voit un de nos contenus qui a été pompé par quelqu'un d'autre, bah c'est du pénal ça, hein. C'est un vol de propriété intellectuelle. Et là je suis d'accord, si quelqu'un vient de voler les textes que j'ai écrits, les republier sur son site, ça ne doit pas arriver. Mais pourquoi punir, pourquoi qualifier de duplicate content et quasiment de plagiat des textes qu'on a bien voulu? Bon, je ne sais pas. Mais voilà, j'insiste bien là-dessus sur le fait que Google interdit la copie. Et que fait Google avec ses positions zéro, qui sont donc des innovations, ça existe depuis je ne sais pas quand, depuis quelques années. Il met des extraits de texte en position zéro. Et il met des réponses aux questions. Il prend les questions que les gens ont le plus souvent tapées, par exemple sur le mot-clé lactobacillus, si tu cherches ça, il va te mettre un petit encart vers le début de la page, en haut de la page,
Alors sous les pubs, hein. Sous les pubs et sous la position 0 s'il y en a une. Alors la position, je rappelle, c'est quoi? C'est une définition en fait. C'est un bref extrait qui est censé donner la réponse à la question que Google croit que tu cherches, même s'il se plante carrément dans un certain nombre de cas. Puisque ce n'est pas des humains qui font ça, hein. C'est des robots. Donc les robots, ils ne comprennent pas ce que tu cherches. Hein. Ils ne sauront jamais ce que c'est que d'être humain. Il y a une escroquerie fondamentale dans le truc. Ils prétendent répondre via une intelligence artificielle qui est bête comme ses pieds, quoi, qu'elle n'a pas. Mais donc ils te font des questions, et ces questions donc reprennent des questions qui statistiquement, hein, c'est comme ça qu'ils le savent, statistiquement la question a été posée 12 millions de fois. Donc voilà, donc maintenant je vais mettre la question, c'est ce que fait Google, il met ta question, et il met une réponse qui a l'air appropriée, parce que pareil, statistiquement il le sait. Il sait que les gens qui ont cherché ça, ils ont passé du temps dans tel site, à lire à tel endroit. Puisqu'il peut savoir via Google Analytics, il peut savoir à peu près où on en est dans une page qui est longue. Il met des petits marqueurs, ou je ne sais pas trop comment il fait, mais voilà. Donc il sait assez bien ce que... Il sait, hein, quand je dis il sait, j'humanise, hein, il sait rien du tout. Hein. C'est volontairement anthropomorphe, ce que je dis là. Il ne sait rien. Hein. Voilà, donc le problème, alors je vais dire un autre truc pour vraiment arriver à ce que je veux dire, c'est que Google a été en procès aussi avec les presses du monde entier en fait. La presse du monde entier. Google est lui-même un voleur de contenu, mais massivement, mondialement. Hein. Et donc les presses, et notamment les gros éditeurs de presse, hein, c'est-à-dire Bertelsmann par exemple, qui a une grosse partie de la presse française et allemande, Bertelsmann, et puis le groupe Hachette en France, et puis bon, tous les gros de l'édition, et de l'édition de presse, quoi, ont fait des procès à Google, notamment devant la Commission européenne, devant l'Union européenne, en reprochant à Google de purement et simplement reprendre le contenu de ces articles qui sont copyrightés, qui font l'objet d'un commerce. Donc normalement tu n'as pas le droit de les citer comme ça, tu n'as pas le droit de les reprendre en masse. Bon bah Google il a le droit lui, hein, il te demande rien du tout et il te viole debout, hein, il en a rien à foutre. Hein. Et donc Google reprenait leurs titres, reprenait des extraits de contenu et tout, sans aucune autorisation. Donc c'est plagiat en masse. Donc il te dit que tu n'as pas le droit de faire quand tu es un petit site, mais lui il a le droit de le faire en masse. Avec des matériaux qui sont capitalistes, qui sont copyrightés à mort, hein, qui sont faits par des journalistes professionnels, par des journaux professionnels. Donc il te vole toi, mais il vole aussi les gros en fait. Mais il est tellement immense Google qu'il peut voler n'importe qui et s'en tirer avec des pauvres amendes en fait. Et bien sûr les dirigeants vont jamais en prison, enfin c'est de l'escroquerie tout ça, hein. Mais il n'y a pas de pénal réellement quoi. Et puis ils sont jamais interdits d'exercer en fait. Un médecin qui te couperait la jambe alors que tu as une grippe serait interdit d'exercer normalement. Bah Google qui te viole debout en permanence de diverses manières n'est jamais interdit puisqu'il est en situation de monopole et que les juges jugent que ce serait trop grave pour la population de priver les gens de Google. Donc voilà comment tu as des systèmes d'escroquerie comme ça qui se développent au niveau mondial sans que personne fasse rien. Voilà. Donc cette position 0 et ces questions sont du vol de contenu, mais massif, encore plus que pour la presse, et à l'échelle de tout Internet. Voilà. Puisque quand il met ton site en position 0, l'effet que ça a, c'est que Google répond lui-même à la question posée. Voilà. Là, Google n'est plus un moteur de recherche, Google se prend pour un site universel. Il a même violé Wikipédia, puisque tu n'as plus besoin de Wikipédia. Par exemple, je cherche Lactobacillus, et ben voilà. J'ai un extrait de site en position 0, je n'ai même plus à cliquer sur ce site, et Google me répond. Et comme ça, il a pu m'afficher ses pubs, donc il maximise, lui, son trafic. Ce qui l'intéresse, c'est son trafic, c'est pas ton trafic. Ton trafic, il s'en fout. Et même ça l'arrange pas. Donc ce qu'il veut, c'est capitaliser sur ton contenu. Donc maintenant, l'Internet est un auteur gratuit sur Google. Voilà. Donc il n'a pas voulu rémunérer les journaux, et il ne faut pas non plus compter qu'il va nous rémunérer nous. S'il met un de mes textes en position 0, il exploite mon texte gratuitement, alors que lui fait de l'argent, et il ne me donne rien dessus. Voilà. C'est la position 0 de Google, et c'est les réponses aux questions de Google. Voilà. Alors ils peuvent argumenter sur le fait qu'une partie des gens, une partie du public, va cliquer sur le lien qu'ils ont ainsi mis en avant. Attention, sans que tu aies jamais dit OK. Parce que quand il te viole debout, il t'a jamais demandé si tu
si tu voulais que ton site soit indexé, il y a des manières de désindexer, mais il faut le savoir. Il y a des manières de dire au bot de Google, tu viens pas chez moi, mais tu n'es jamais sûr qu'il va les respecter. Le fichier bot, il n'est pas légalement tenu de le respecter. En fait, il n'y a rien qui protège la sécurité de nos sites. Hein, la loi n'a pas tenu compte de l'existence de trucs comme Google et du fait qu'on puisse vouloir lui résister. Non, la loi elle est capitaliste et la loi elle est favorable à tous les violeurs. Donc voilà. Donc du coup, Google peut te piquer du contenu, l'afficher sur ses pages d'accueil à lui sans te filer le trafic. Mettons que tu perds, par rapport à l'ancienne version de Google, tu vas peut-être perdre 50% de ton trafic. Parce qu'il t'a mis en vedette, mais sauf que les gens viennent plus chez toi, puisqu'ils ont la réponse directe. Il t'a chopé un extrait, et du coup, voilà. Lui, il l'exploite commercialement, et toi, t'as rien. Voilà. Ça, c'est Google. Donc, les SEO qui essayent de viser la position 0, parce qu'il y en a qui veulent ça, eh ben, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr qu'il faille viser ça, en fait. Je crois qu'il vaut mieux viser à réussir sans Google. Je crois que c'est une meilleure optique. Parce que Google va de toute façon te voler. Hein. Donc travailler pour un voleur, je sais pas. Bon, ensuite, on va parler du SEA. Donc Search Engine Advertisement. La pub sur les moteurs de recherche. Donc notamment sur le gros mastodonte Google en situation de monopole. Illégal. Donc ça, c'est donc une optimisation de comment Google te volerait ton argent en te faisant payer de la pub. Alors donc, je vais reprendre ce que je disais, la plupart des gens ne savent pas utiliser les pubs sur Google. Ils ne savent pas cibler, ils ne comprennent rien aux mots-clés. Toute l'interface est très peu claire, très peu intuitive. Facilement, tu n'y comprends rien. Et à mon avis, c'est pas complètement fait au hasard. Ils n'ont pas forcément voulu faire un truc très simple. Ils n'ont pas forcément voulu faire un truc qui aille dans ton sens. Hein, c'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est une régie publicitaire. Leur intérêt, c'est que tu claques un max de fric et, si possible, tu comprennes rien. Donc en fait, faire de la pub sur Google, ça revient à passer des heures et des heures qui auraient pu être employées à du vrai travail. C'est-à-dire optimiser tes produits, optimiser tes textes d'une manière littéraire, comique, plaisante, graphique, etc. Web, quoi. Voilà. Sans perdre ton temps à faire du SEO ou du SEA. Donc tu vas devoir perdre énormément de temps à te former, ou bien tu vas devoir perdre énormément d'argent à payer 300 € la journée des spécialistes SEA. Donc tu auras ça, plus le budget pub, c'est-à-dire que pour tel sujet ça va être 20 centimes le clic, pour tel autre sujet ça va être 2 €, ou pour d'autres ça va être 20 € ou 50 € si tu vends des trucs très chers, ou si tu vends crédit immobilier, voiture de luxe, Ferrari à vendre, etc. Et donc quand tu obtiens du clic que tu as payé, alors non seulement tu es un tricheur, alors qu'est-ce que c'est fondamentalement que payer pour avoir du trafic? C'est un aveu de faiblesse, c'est rien d'autre que ça, désolé, mais c'est-à-dire tu sais que ton site n'arrive pas premier sur des requêtes naturelles. Par exemple, tu vends du jambon et puis tu es en page 38 sur jambon. Donc tu es en position 380. Bon, ben, c'est que ton jambon, les gens l'adorent pas au point de... Ou ton site sur le jambon, les gens l'adorent pas au point de l'avoir fait monter, d'avoir fait plein de liens vers lui, etc. Et d'avoir fait monter son autorité de sorte qu'il monte dans le classement. Donc en fait, tu es un nul. Et tu es un nul, tu as tellement peu de créativité et tes sites sont tellement mauvais que tu n'obtiens pas les premières places sur Google, tu n'obtiens pas non plus des bons résultats sur les réseaux sociaux, hein, les gens ne te likent pas, ta page personne ne veut la voir, tes posts personne rigole, etc., personne ne les partage. Bon, bah, quand on est là, tu payes, voilà. Bah, autant y aller à fond dans l'escroquerie. Tu es nul, donc tu vas choisir une solution de nul. Et le SEA, c'est vraiment ça. Et choisir d'être expert de ça, c'est vraiment ça aussi, c'est être expert d'une solution de nul. C'est quand tu as échoué partout ailleurs, que tu n'as rien fait bien, alors tu vas payer pour acquérir du public. Le fait de payer pour acquérir du public, c'est comme la prostitution si tu veux. Si tu n'arrives pas à avoir une sexualité naturelle par ton charme, alors tu payes. Voilà. Si tu n'arrives pas à avoir du plaisir par des moyens naturels, par exemple par ton humour, par la danse, par le jeu, par le sport, etc., alors tu t'achètes de l'héroïne.
tu t'achètes de la cocaïne, tu t'achètes de la drogue. Voilà. Donc se droguer ou acheter de la pub, c'est exactement la même chose. C'est un aveu de faiblesse. C'est ce que j'arrive pas à me procurer par mes propres moyens, je vais mettre de l'argent dessus. Voilà. Donc tu n'arrives pas à séduire le public par tes produits ou par tes textes, par ton humour, par ton charme, par ton intelligence, par je ne sais quoi, par ta beauté, celle de ton site, je veux dire, celle de tes textes et tout. Eh bien, si tu n'y arrives pas, tu payes. Et donc, c'est un marché de dupes que te propose Google. Si tu n'arrives pas à être dans la première page, eh ben, tu peux y être quand même en payant. Mais rien ne te garantit que quand il y a 1000 personnes qui auront cliqué pour 20 centimes le clic, c'est-à-dire que tu vas quand même claquer 200 euros, il n'y a rien qui garantit que tu feras 200 euros de bénéfice grâce à ça. Parce que les gens qui cliquent, même si tu les as un peu ciblés, tu n'en es pas sûr du tout de la qualité de leur ciblage. Par exemple, moi sur Facebook, je lui ai dit je ne veux plus être ciblé, et il m'affiche des pubs pour des soutiens-gorge, genre ouais, j'ai vachement besoin de soutien-gorge, je porte des soutiens-gorge depuis mon adolescence. Non, je n'ai jamais acheté un seul soutien-gorge. Donc, à un moment, il m'a affiché plein de pubs pour des sous-vêtements de femmes. Je n'ai pas compris pourquoi. À un autre moment, il m'a affiché des pubs pour la gendarmerie. Il se trouve que je suis anti-flic, et je suis militant anti-flic, et j'ai des problèmes avec un gendarme que j'ai dénoncé pour avoir battu sa femme et qui m'accuse de diffamation. Et Facebook m'affiche des posts de gendarmerie, et je les bloque les unes après les autres, c'est-à-dire je clique sur les 3 points et je dis je ne veux plus jamais voir cette gendarmerie, et juste après il m'en propose une autre. C'est ça que fait une intelligence artificielle, un algorithme publicitaire de Facebook en l'occurrence, mais celui de Google est guère différent. Donc en fait le ciblage, mais le ciblage c'est de la clownerie, c'est de la clownerie. T'en sais rien du tout que la personne que tu as cru cibler en disant elle doit habiter à Paris puis s'intéresser au soutien-gorge et puis machin, mais t'en sais rien du tout que ça va pas être un référenceur concurrent qui te clique tes liens, que ça va pas être n'importe qui, que ça va pas être une femme qui a déjà 400 soutiens-gorge et qui n'a pas l'intention d'en acheter un, qui a juste trouvé que ton image était jolie, donc tu mets 20 centimes pour qu'elle regarde ton soutien-gorge et qu'elle se barre aussitôt. C'est peut-être une vendeuse de soutien-gorge qui regarde la concurrence. Donc hop, tu donnes 20 centimes à ta concurrente, enfin pas à elle, mais à l'autre qui te... Enfin, tu payes Google 20 centimes pour montrer tes produits à la concurrence, etc. etc. Tu as un certain nombre de clics, c'est juste du parasitisme complet. Donc niveau ROI, moi je dis pas, il y a certainement des spécialistes qui ont passé des centaines d'heures à apprendre qu'est-ce que c'était que Google Ads, à apprendre précisément comment ça fonctionnait, à lire toutes les règles, à voir en quoi le fonctionnement réel est différent de ce qui t'annonce, à faire des expériences, c'est-à-dire pour voir comment ça marche vraiment, pour vérifier un peu scientifiquement, voilà, dans une démarche d'essai-erreur, pour avoir des vraies conclusions. Et puis ils ont des expériences, des années d'expérience, parce qu'ils ont bossé pour des clients, puis ils ont modifié leur stratégie peu à peu, et puis ils ont fait des recherches avec d'autres outils techniques SEO, et puis voilà, ils ont raffiné, et puis ils ont réussi à avoir un ROI positif, voire un ROI pour 1 euro investi, tu vas gagner 10 euros ou 100 euros. Je dis pas. Il y a certainement des gens qui ont ces résultats. Parce que je dis pas, il y a des génies partout, il y a des gens intelligents, il y a des experts de ce genre de marketing. Donc très bien, très bien. Mais je pense que la plupart des acheteurs de pub ne sont tout simplement pas capables de payer tout ce que ça coûte, l'expert ou le temps à acquérir l'expertise, plus le budget pub. Je pense que dans la plupart des cas, dès le départ, c'est pas rentable. Or, plein de gens se disent « Allez, je vais essayer ». Mais c'est la loterie, quoi. C'est le loto. On sait que chaque année, les Français mettent des milliards dans la loterie alors qu'ils peuvent savoir d'avance que leurs chances de gagner sont négatives. On a moins de 50% de chances de gagner. C'est pas 1 sur 2. On n'a pas une chance sur 2. On a toujours moins d'une chance sur 2. Puisque la Française des Jeux, les actionnaires de ce truc, les bureaux de tabac et tout, doivent se payer au passage. Donc, quand tu mets 1 euro en PMU, tu gagneras statistiquement moins d'1 euro. Chaque joueur doit savoir ça d'avance. Donc du coup, il n'y a aucun intérêt à jouer. Bon, le SEA, c'est pareil. C'est exactement pareil. La plupart des joueurs n'ont aucun intérêt à jouer, ils vont juste perdre. Ils vont perdre du budget. Donc, je vous le dis d'avance, je démonte ce truc, je vous recommande absolument de ne jamais tester le SEA dans aucun système. Je dis ça, je me suis fait arnaquer, mais pas grand-chose, juste pour tester. Mais j'ai essayé dans Facebook, j'ai essayé dans Pinterest, j'ai essayé dans Google.
je n'ai pas eu de retour sur mon investissement. J'ai claqué 10, 20 euros pour voir, mais je n'ai pas eu de retour sur mon investissement. C'est technique, il faut devenir spécialiste du truc, connaître très bien son marché, très bien sa clientèle, très bien son produit, très bien le SEO. Bon, il faut connaître tellement de choses que tu n'y arriveras pas. Il suffit pas d'y passer quelques heures en dilettante, tu vois, ça rapportera pas. Donc c'est une proposition de PMU, tu te feras forcément arnaquer, tu perdras, tu gratteras ton truc, tu verras que c'est pas les bons numéros, et puis tu auras juste perdu ton argent. Donc le SEA, ça dégage. Et maintenant, on va voir comment se passer de Google et de tout son écosystème de tartufferie. Je rappelle que l'Internet est un réseau libre à la base. C'est un réseau où c'est les sites qui se font des liens entre eux. Le système à la base il marche comme ça. Au départ, tu n'as pas des moteurs de recherche comme Google, ni des annuaires comme anciennement Yahoo ou des Moz qui trustaient les premières places, qui étaient connues par tout le monde et qui étaient des points de passage obligés vers les sites. Le fonctionnement de base de l'Internet historique pendant des décennies, ça a été tout simplement les liens que se font les sites entre eux, et c'est comme ça qu'on acquiert du trafic. Quand j'avais un site littéraire dans les années 2000, mon trafic ne venait jamais majoritairement de Google, il venait des sites littéraires. Il venait notamment de remue.net, qui était un gros carrefour littéraire, géré par l'écrivain François Bon. Il venait de réseau.net, qui recensait des tas de sites contestataires, de gauche, engagés, littéraires, artistiques, etc. Mais il y avait une sorte de cohérence d'ensemble, donc ça s'appelait, le sous-titre c'était réseau.net, le portail des copains. Il y avait une valeur de solidarité, d'amitié qui animait tout ça. Et quand j'ai vu que j'y étais référencé, alors je n'avais jamais demandé à l'être, et ben j'ai commencé à fréquenter d'autres gens qui étaient dessus parce que je me suis dit, oh putain, déjà je suis content qu'ils me recensent. Ils ont mis mes chroniques des fois ils les mettent en une, des fois ils les mettent en première page, ils m'ont fait une rubrique à part entière, merci, c'est sympa. Comme quoi, c'était le fonctionnement normal, c'était pas Google qui amenait t'étais repéré par quelqu'un qui t'aimait bien, et du coup il te mettait dans un... Pareil, il y a un mec qui faisait des newsletters, il avait monté une grosse newsletter, et il reprenait des textes qu'il avait trouvés intéressants sur le web. Et ben mes chroniques étaient dans cette newsletter. Je lui avais pareil, hein, c'était juste un lecteur qui était tombé par hasard sur mon site littéraire. Alors je raconte ça pas pour frimer, mais pour dire que c'est le fonctionnement normal de l'Internet, et normalement l'Internet fonctionne comme ça par affinité. Et donc, il y en a un qui recommande à un autre, qui recommande à un autre, qui recommande à un autre, qui t'en fait découvrir un, puis tu lui écris parce que tu dis, oh putain, t'es aussi sur réseau.net, mais j'adore ce que tu fais. Par exemple, moi j'ai écrit à plusieurs autres personnes, c'est comme ça que j'ai connu Acrimed aussi, Action Critique Média, mais j'ai découvert plusieurs autres écrivains, qui étaient des collègues que je ne connaissais pas par ailleurs, ben, je les ai connus parce qu'ils étaient référencés sur réseau.net. Voilà. Et j'ai connu des médias, j'ai connu des petits journaux, j'ai connu des trucs alternatifs, féministes, écolos, par réseau.net. Donc ce portail en fait est devenu une sorte de, bon ben, pas comme Google, mais c'est parce que c'était humain et sélectif et orienté idéologiquement. Mais voilà. Donc ce principe ça marche toujours, hein, tout simplement. Au lieu de chercher à avoir du trafic sur Google, on peut simplement chercher à copiner avec des gens. Voilà un bon truc. Tu rejoins des forums sur un centre d'intérêt, tu copines avec des gens qui ont des gros sites, tu les séduis parce que tu fais des choses intéressantes. Hein, tu leur dis ce que tu fais, tu leur racontes, tu leur dis regarde j'ai fait un site, et si ton site il est beau, bien fait, bien écrit, drôle, intéressant, fascinant, ou je ne sais pas quelle autre qualité il peut avoir, il vend d'excellents produits, il est original, il est rare, il est engagé, il est je ne sais quoi, ou il est facho même, tu vois, si tu peux avoir un gros site facho qui fait un lien vers ton blog facho, bah c'est super pour toi, et pour le fascisme en général, tu as fait avancer ta cause, c'est super. Donc voilà, mais donc je trouve qu'une meilleure approche, si tu veux, tu as le SEO, d'accord, c'est une approche. Le SEA, d'accord, c'est une approche malhonnête. C'est une approche de prostitutionnelle. Bon, comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu vas voir les putes si tu veux. Ou tu fais la pute. Mais je trouve que l'approche la plus naturelle, en Internet, en web, si tu fais du web, l'approche la plus naturelle, c'est d'aller vers tes proches, en fait. Qui peut le plus t'amener du trafic? Ben, tes amis, ta famille politique, ta famille idéologique, ta famille artistique, ta famille commerciale, ta famille professionnelle. Voilà qui peut t'amener du trafic. Oublie Google, avec ses marchés de dupes, avec ses escroqueries. Tes amis, ils sont honnêtes. Voilà. T'en as qui sont cons, je sais. Hein. J'ai des amis cons, moi aussi. Tout le monde a des amis cons. Mais je veux dire, c'est ça la base du web. Hein. C'est des gens
qui s'aiment, qui font des... Par exemple, un scientifique fait de l'astrophysique des trous noirs, bon bah il fait un lien vers l'autre qui fait aussi le même genre de recherche, qui a trouvé un truc parallèle, quoi. Il fait un lien vers l'autre qui a trouvé le gluon du trou, quoi. Voilà, un téléchat, pour ceux qui comprennent. Bon, mais voilà, donc ça c'est vraiment... Faut comprendre ça, quoi. Oublie ton SEO, enfin ne fais pas que ça, va plutôt copiner avec des vrais gens, quoi, qui ont des sites. Donc, et ne leur envoie pas des mails standardisés parce que ça aussi c'est faire la pute. T'envoies 400 mails à des gens qui font dont tu penses qu'ils peuvent être des alliés, puis c'est le mail standardisé et tout. Mais non, c'est pas ça. Mais abonne-toi aux pages des gens qui font des choses dans ton secteur sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Va dans les groupes Telegram ou abonne-toi au tableau Pinterest ou essaye d'y collaborer, etc., quoi. Donc il y a un il y a des sources de trafic à prendre tout simplement dans le trafic naturel par les sites sans passer par Google. Tu as des gros sites, va copiner avec elles. Bon, si tu fais de la déco, va copiner avec les gros sites qui font de la déco. Fais un article super original sur un style de déco qui est, par exemple, la déco en osier, le nouvel artisanat en osier. Voilà, tu fais une super longue page avec des tas de trucs, tu as été copiné avec des artisans, tu leur as demandé des photos originales qui ne sont pas déjà sur Pinterest, tu as lié ta page, ta longue page, c'est au moins un méga article de 5000 mots avec 40 illustrations originales que tu as été chercher chez ces artistes eux-mêmes. Et tu lis cet article, tu publies toutes les images de cet article dans un tableau Pinterest où chaque fois il y a l'URL et tu reprends des bouts de ton texte avec les photos, tu en fais une série de posts, donc 40 posts avec les extraits de texte. Tu vois, le même texte, le même matériau, en fait, te fait trois trucs là. C'est ça que je t'explique. C'est que tu as fait un texte sur ton site qui a été conçu en fait pour pouvoir être multimédia, enfin multi-site, multi-format, on va dire. Et du coup, toutes les images, tu les passes sur Pinterest. Les images plus le texte, tu les redécoupes et t'en fais 40 posts sur Facebook. T'en fais aussi 40 posts sur Instagram. T'en fais aussi 40 posts sur machin. Et donc, avec un seul travail documentaire bien fouillé, tu te retrouves avec 4-5 médias sociaux qui font des liens vers tes pages. Et Google voit ça, et sans même que tu t'occupes de Google, et tu pourrais ne pas l'ouvrir pendant 6 mois, hein, tu fais aucune recherche, tu ne cherches pas comment ton site est classé, mais tu verras que bon, tu vas dans SEMrush après, tu regardes comment ton site il a monté parce que Google a vu qu'il y avait du trafic naturel des réseaux sociaux. Il a vu que ton contenu il intéressait les gens. Voilà. Donc ça c'est du SEO, mais pas par des moyens SEO classiques. Mais c'est du SEO, intégralement. Voilà, ça c'est du bon SEO. Tu as intéressé des publics sur des plateformes différentes, via des approches médiatiques différentes. Faut lire, faut pas lire, faut regarder, faut pas regarder. Bon, tu as intéressé du public, Google l'a vu, et là il te fait monter, et maintenant tu as du trafic de Google sans avoir cherché à optimiser pour Google. Voilà. Ton site, ta page, elle pourrait être très mal construite, aucune optimisation des mots-clés et tout ça, ni des balises, ni des machins. Ben n'empêche, si tes images elles sont super, elles vont intéresser les meufs parce que les utilisateurs de Pinterest sont des utilisatrices d'une manière très majoritaire. Donc si tu fais des trucs pour femmes, t'intéresse pas à Google, intéresse-toi à Pinterest et Instagram. Si tu fais des trucs pour les jeunes, tu vas sur TikTok, Instagram aussi. Bon, enfin, chaque public a ses médias, mais c'est pas forcément Google. Hein. Voilà. Et puis tu as des moteurs de recherche partout ailleurs. Donc tu as un moteur de recherche dans Pinterest, tu as un moteur de recherche dans Facebook, tu as un moteur de recherche sur tous les grands médias. Donc, et sur Telegram, etc. Tu peux avoir des gens sur Telegram si tu crées un groupe sur ton thème. Par exemple, tu cherches, je sais pas moi, diététique dans Telegram, et tu vois que tu peux entrer dans des groupes qui sont liés à la diététique. Je ne l'ai pas fait, mais je suis sûr qu'il y en a. Ou des tas d'autres thèmes. Mais tu vois, tu as des tas de manières de trouver du public, de trouver des amis, des alliés, etc. Donc voilà. Moyen naturel. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis là? Ah, newsletter, oui. Les gens consultent toujours leurs emails en fait. Incroyable. Donc, quand tu fais un site, ça peut être une bonne idée
que tu l'optimises ou pas, de toute façon, tu auras toujours un peu de trafic, et ce trafic, tu peux le capitaliser, et même c'est une meilleure idée de le capitaliser. Je dis ça, je le fais pas toujours, mais c'est une meilleure idée. Bon, moi je parle pour les gens qui veulent avoir du succès. Moi, je veux pas toujours avoir du succès. Des fois, je fais des choses rien que pour le plaisir de l'expression. On veut pas toujours être premier sur Google, hein. Des fois, on veut juste dire un truc publiquement, hein, c'est tout. Donc si tu veux vraiment réussir bien, quand tu fais un site, essaye de proposer une newsletter par email ou un équivalent d'une newsletter par email. Donc ça peut être par exemple un canal passif Telegram. Un canal passif Telegram. Telegram, je rappelle. Bon, Telegram, je pense que ça monte, ça monte. Moi, je suis un utilisateur assez récent, mais j'adore le truc, notamment parce qu'il n'y a aucune censure, tu es complètement libre, il n'y a pas de pub. C'est crypté si tu veux, faut régler le... C'est pas crypté par défaut comme on croit, mais c'est crypté, donc si tu veux, t'as pas les flics dessus, t'as pas de censeur dessus. T'as du spam, mais t'as... Bon, si tu es créateur de contenu toi-même, enfin gérant de groupe, admin de groupe, bah tu vires le spam, tu bannis les gens et puis basta quoi. Donc tu n'as pas de pub forcée comme sur Facebook ou Google quoi. Donc Telegram est un super, pour moi c'est un super outil. Pour l'instant ça reste un truc, c'est performant, c'est jamais en panne comme WhatsApp, et puis l'ergonomie est meilleure. Enfin moi je vois que des qualités. Pour l'instant je suis fan de Telegram. Tant que ça reste comme ça, que ça n'évolue pas. Parce que comme apparemment, il y a beaucoup de gens qui passent à Telegram, notamment des gens qui en ont marre de se faire censurer sur Facebook, comme moi. Sur Telegram, on a vraiment le contrôle, quoi. Et voilà, ils passent pas leur temps à nous voler. Donc c'est vraiment mieux. Et donc sur Telegram, on a deux choix. On peut faire deux types de choses. On peut faire des groupes. Donc des groupes, il y a des membres, il y a un admin, peut-être des modérateurs si on veut, et puis il y a des messages affichés, enfin voilà, on peut publier du texte, des audios, on peut faire des messages audio, ça c'est super, des messages vidéo aussi si on veut, et qu'est-ce qu'on peut, des images bien sûr, des fichiers, donc voilà, c'est bon, comme partout ailleurs, mais voilà, c'est complet, donc on peut balancer plein de contenus différents. Et puis donc, on peut gérer les membres, on peut en muter certains, etc. Enfin, mute, les faire taire, quoi. C'est-à-dire, on les garde membres, mais ils ne pourront pas, par exemple, publier plus de tant de messages. Bon, c'est vraiment un bon outil de gestion. Donc, si vous voulez pas faire une newsletter, parce que c'est vrai que c'est très à l'ancienne, et puis qu'il y a déjà beaucoup de newsletters et qu'elles finissent beaucoup à la poubelle, si vous voulez faire un vrai canal qui marche, par contre, il faut que les gens soient des vrais utilisateurs de Telegram. Si c'est des utilisateurs qui n'ouvrent jamais leur Telegram, c'est comme si ça se retrouvait dans la boîte spam de votre messagerie, quoi, mail. Mais voilà, pour les vrais utilisateurs, donc pour les publics qui sont susceptibles d'être utilisateurs, donc plutôt des publics un peu jeunes et un peu geeks, hein, parce que c'est pas le grand public qui utilise Telegram pour l'instant, ça n'a pas encore été pollué par... les centres QI et puis les grands-mères qui ne comprennent rien, et puis voilà, les illuminés, les antivax. Les antivax fous, hein, je veux dire. Il y a des illuminés du mouvement antivax. Bon, et justement, ils nous font chier un peu sur Telegram, mais bon, on les élimine. Bon, donc pour ces gens-là qui sont des jeunes, assez techno, bon, voilà, qui sont sur Telegram, c'est un super canal. Donc on a la forme groupe, qui est pour faire des groupes interactifs, mais on a aussi une forme qui correspond exactement à la newsletter, c'est un équivalent de la newsletter, mais plus moderne, qui est le canal. Le canal, il n'y a que le créateur du canal qui balance de l'info, et les autres sont affiliés. Donc pour un média passif, enfin je veux dire un média de flux par exemple, la radio elle ne te demande pas, elle n'est pas en interaction en permanence quand tu écoutes, je sais pas, RMC, t'as pas les auditeurs qui sont en permanence en train d'interagir avec le média, la télé non plus. Bon, même s'ils essayent de fabriquer un semblant d'interactivité avec leur public, c'est de l'esbrouf. L'essentiel du public ne participe absolument jamais à ces médias. Donc un canal, c'est un média de flux comme la radio, la télé. Tu balances tes infos, tu balances tes textes, tes images, tes fichiers, tes produits, etc. Et puis ceux que ça intéresse, ils regardent et ils cliquent et ils lisent, etc. Donc c'est une bonne manière de te faire du trafic, voilà, par des gens qui sont passionnés par ce que tu fais. Donc c'est peut-être qu'un utilisateur sur 100 qui va rejoindre ton canal, mais au bout de plusieurs années d'existence, tu vas avoir 4000 personnes dans ton canal.
parmi lesquels des passionnés qui ont un blog, qui vont te faire des liens, etc. Et puis là, tu auras le fonctionnement normal d'Internet, qui est un système de liens par affinité, par passion, par recommandation, par amour en fait. Par amour. Bon, ben voilà, j'ai fini mon plan. Donc tout ça avec ça, hein, quand même. Non, t'arrives pas à le voir, voilà. Tout ça avec ça. Hein. C'est vraiment... Bon, voilà, ben c'était la vidéo. Attends, faudrait que je torche une conclusion. Donc la conclusion, c'est que les experts, c'est naze, Google, c'est naze, c'est une régie pub, ils n'en veulent qu'à votre argent, ils veulent pas votre confort ni rien, ils vous volent du contenu en plus, ils vous accusent d'en voler, mais ils en volent. Le SIA, c'est dans 90% des cas, c'est de l'escroquerie, ça ne peut servir que pour des grosses boîtes qui font plein de pognon et qui ont beaucoup d'argent à y mettre pour payer des spécialistes de vraie valeur. Or, ces spécialistes, vous ne pouvez pas les repérer, vous ne pouvez pas différencier quelqu'un qui dit qu'il est expert et qui va vraiment vous faire un bon ROI, et quelqu'un qui est vraiment expert. Et tu as charlatan et le vrai, et attends, ils sont peints de la même couleur, ils ont la même tête, ils s'appellent Benoît tous les deux, bon bah, qu'est-ce que tu veux, hein? Comment tu peux le savoir? Donc tu vas acheter à l'un à l'autre, et puis dans 50% des cas, tu vas te faire arnaquer. Je ne sais pas si tu es prêt à prendre ce risque. Donc mon conseil pour tout ça, c'est oubliez Google, oubliez d'optimiser, écrivez simplement naturellement. Si vous écrivez naturellement et que vous faites les choses avec une logique, c'est-à-dire que si l'image des trois phoques, elle s'appelle trois phoques, les gens qui cherchent phoques sur Internet vont trouver peut-être trois phoques. Voilà. Et tu n'as pas besoin d'aller lire des trucs techniques sur Google, enfin, sur les sites SEO, les gourous SEO référencés quand tu chercheras comment faire monter une page sur Google. T'as pas besoin d'aller voir ça parce que ça tombe sous le sens. Moi, ce que je veux, l'essentiel de mon message, c'est oublier toute cette technicité artificielle qui est faite pour vous faire tourner la tête. C'est de l'alcool fort en fait, le SEO. Ça vous fait tourner la tête, mais au final, ça vous nourrit pas. Voilà, par contre, ça coûte cher. Donc faites simplement de l'écriture naturelle pour plaire à votre public, et à partir de là, tu auras forcément des mots-clés, et si ton texte il plaît au public, il sera partagé. Voilà. Et donc sers-toi de l'internet, donc pas des moteurs, mais de l'internet, donc des sites qui existent, de tes collègues, des forums, des réseaux sociaux, puisqu'ils sont là pour faire ce qui est la substance même d'internet, qui est d'échanger entre humains sur des passions communes. Donc voilà, des centres d'intérêt quoi au minimum. Donc sers-toi de ça pour monter quoi, pour avoir des liens, pour avoir du trafic qualifié. Voilà. Parce que faire du SEO pour avoir du trafic qualifié, désolé, mais c'est perdre son temps alors qu'on pourrait aller vraiment chercher du trafic qualifié. Le temps il n'est pas illimité. Sur chaque page que tu écris, tu ne vas pas passer 10 heures de communication, tu as mis 3 heures à écrire ton article, tu vas passer 10 heures à faire la promotion. C'est lourdingue, hein. Ou bien tu vas payer un mec 2 jours, donc 500 euros, 1000 euros, suivant son tarif, pour faire valoir ta page sur les petits chats ou les trois phoques. Écoute, bof bof, hein, ça vaut pas le prix. Donc fais des trucs naturels quoi. Tu fais un site sur les phoques, tu vas sur le Telegram des passionnés de phoques, dans le groupe Facebook des passionnés de phoques, sur le site de océanographie, océanologie, etc., sciences marines, sciences de la vie marine, et puis voilà quoi. Là tu auras des liens, tu auras du trafic, tu auras tout ce qu'il faut. Voilà. Donc oubliez Google, c'est de la merde. Ciao.